Si vous vous rappelez, la dernière fois, on s'était arrêté au... wait a second. Oui, je sais. On s'était arrêté là, à voir un exemple de fichier de règles avec les différents éléments qu'on peut retrouver. J'avais expliqué de manière globale à quoi ça correspondait. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est des choses un peu plus en détail. Et puis, qu'est-ce qu'on va chercher dans un fichier pour pouvoir retrouver, enfin, quels sont les indicateurs de compromission, les indicateurs qu'on va utiliser pour pouvoir faire la détection de fichiers malveillants. Donc, tu sors? Donc, ce qu'on retrouve ici, en fait, pour les chaînes de caractères, ce que vous avez vu juste là, si on regarde ici, on avait dans des chaînes de caractères, à la fin, on a mis no case et white. En réalité, on a plusieurs autres modificateurs possibles. Et à quoi correspondent chacun de ces modificateurs? Si on a no case, c'est comme à chaque fois, ça va permettre de dire comme quoi on ne prend pas en considération la casse. Majuscule, minuscule, ça ne change rien. Et vous voyez qu'il y a plusieurs exemples comme ça. Full word, ça veut dire que c'est le mot en entier. Donc, il ne fait pas partie d'un mot. Par exemple, vous allez voir hello. Ici, c'est OK. Il se termine avec un point d'exclamation, c'est OK. Par contre, hello world, le tout collé, c'est pas OK parce que le hello n'est pas un mot à lui tout seul, mais c'est c'est une sous-chaîne d'un mot. Nous avons aussi wide. Alors wide, c'est pour pouvoir définir les chaînes de caractères qui utilisent tout ce qui est écrit sur 2 octets. C'est pour ça que vous allez retrouver, par exemple, hello, ce serait un octet où c'est vide. Le deuxième octet, on a le H. Ensuite, pour la deuxième lettre, elle va être représentée comme un octet vide, un octet avec le E, et ainsi de suite. Donc les points qui sont là représentent les octets vides, puisque chaque caractère est écrit sur 2 octets. D'accord? Et on a ASCII, qui, comme son nom l'indique, va permettre de prendre en considération les caractères ASCII en eux-mêmes. Maintenant, pour les chaînes hexadécimales, on a... Madame, le wide peut être trouvé dans quel cas? Un fichier. Par exemple, ici, si le fichier utilise de l'UTF-8, par exemple, l'Unicode. L'Unicode, il s'écrit sur 2 octets. D'accord. Enfin, chaque caractère Unicode s'écrit sur 2 octets. Pardon de ma façon de parler, mais voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a les chaînes hexadécimales. On va avoir des wildcards. On va avoir plusieurs modificateurs, enfin, si on veut. Les wildcards, on les avait vus déjà. On avait vu le point d'interrogation qui permet de remplacer un caractère hexadécimal. Donc, oui, donc 4 bits. Ce qui nous permet, ici, si on a hello, H majuscule, E minuscule, L minuscule. Ensuite, on ne sait pas. Et puis, 6F, c'est O minuscule. Donc, ces 2 points d'interrogation vont pouvoir être remplacés par n'importe quel caractère. Ça peut être par un 1, ça peut être par un L minuscule, un L majuscule, ça peut être par complètement autre chose. C'est pas ça le problème. C'est juste que il nous permet de dire, à la place de ces points d'interrogation,
et il peut y avoir n'importe quelle valeur hexadécimale derrière. Le jump va permettre de dire de combien d'octets je vais sauter pour continuer mon pattern. Par exemple, si on a ici 48, 65, ensuite 1 à 3 et 6F, en fait, le 1 à 3, ça veut dire que je vais sauter soit un octet, soit 2 octets, soit jusqu'à 3 octets. Et ce qui me permet d'avoir finalement H, E et O avec un octéo entre les deux, entre le E et le O, qui peut être n'importe quoi. Ici, c'est L, mais ça aurait pu être autre chose. Ça peut être, par exemple, A, ça peut être K, et ainsi de suite. C'est juste, je saute de 1 octet, voire 2 octets, voire 3 octets. C'est combien d'octets je vais sauter pour faire mon pattern. Et donc, dans l'exemple suivant, on a 3L, donc 3 octets, donc c'est bon, ça correspond toujours à mon pattern. Mais dans le dernier exemple, on a 4L, ça veut dire qu'on est à 4 octets, et le quatrième octet, ce n'est pas 6F. Donc, ce n'est pas bon. Ça ne concorde pas avec notre pattern. Donc, ce qui fait que ici, alors, il faut savoir que là, le 1 à 3, comme on avait vu la dernière fois dans l'écriture avec PCRE, où j'ai dit je peux avoir de 1 à 3, je peux avoir de rien tiré 3, ça veut dire de 0 jusqu'à 3. Je peux avoir tiré tout seul entre les deux accolades, ce qui veut dire que c'est de 0 à l'infini. Je peux avoir aussi tiré et 10, ça veut dire de 0 jusqu'à 10, ou bien je peux avoir par exemple 10 tiré, et je ferme l'accolade, ça veut dire de 10 octets jusqu'à l'infini, les sauts que je vais effectuer. Et on a aussi les alternatives. Donc une alternative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est pas ça, c'est ça. Donc là, dans cet exemple, on va avoir le H en majuscule ou le H en minuscule. Et donc 48 ou 68, enfin 4,8 ou 6,8, qui sont les valeurs du H, de la lettre H. D'accord? Pas un H résultat d'une fonction de HH, de la lettre H. Donc, ce qui va nous permettre finalement de définir des valeurs alternatives à ce qu'on a mis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire des exemples. Donc la première chose qu'on va voir, créer un fichier exemple.yar. Normalement, on l'a fait déjà, mais Nalish. Alors, dans le fichier exemple.yar, qu'est-ce qu'on va retrouver? En fait, c'est une règle, c'est la première chose qu'on avait fait. C'est une règle qui va détecter tout, qui sera toujours vrai. Donc, vous la faites. Je vous laisse 2 minutes pour l'écrire. Et ensuite, on va continuer.
C'est bon? Donc, une fois que c'est bon, on va tester le fichier sur, sur un dossier quelconque. Alors, c'est pas vraiment un dossier avec des fichiers intéressants, mais c'est juste pour voir. Donc, Yara, exemple.yar, desktop. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Dans le desktop, il y a le fichier readme. Le fichier readme. Et puis c'est tout. Alors, juste pour que vous... ls. Vous voyez bien que dans mon dossier desktop, il n'y a qu'un seul fichier, qui est le fichier readme. Et donc, c'est pour ça qu'il le montre tel que. Je pourrais faire la même chose sur, par exemple, PowerSploit. Même chose. Il y a plus de fichiers à l'intérieur, d'où on va retrouver beaucoup plus d'éléments. Donc, ce fichier exemple.yar va détecter tous les fichiers, quel que soit le fichier. Maintenant, Madame, pardon. oui. Bon, alors, bonjour. Madame, Bonjour. j'ai une question Oui. par rapport au fait que, par exemple, si on a un accès à Remote Desktop et qu'on a Yara sur notre machine, est-ce qu'on pourra utiliser ça sur, par exemple, une machine Windows ou une autre machine autre que Alors, celle... il faut savoir que déjà, vous pouvez installer Yara sur votre machine Windows. Mais en dehors de ça, généralement, quand on va faire si... C'est-à-dire dans le cadre d'une attaque et qu'on a envie de J'ai chercher un compris, fichier. Ouais. j'ai compris. Alors, vous cherchez un fichier dans la machine où il y a Yara ou bien vous cherchez un fichier dans la machine Windows à Windows, la partir de machine l'autre machine? Windows. Oui, c'est ça. Ok. Il faudrait que le fichier soit shared déjà. Même si on a Parce que accès à la machine. c'est pas vous qui devez c'est pas votre machine Windows qui doit avoir accès à la machine où il y a Yara, mais c'est la machine où il y a Yara qui doit pouvoir avoir accès à ce qu'il y a sur la machine Windows. Oui, oui, Voilà. D'où il faudrait que le fichier soit shared d'une certaine manière. d'accord. Ok. Il fallait prendre le truc de l'autre sens, dans l'autre sens. En fait, je parlais de l'autre sens, mais je D'accord. me suis pas bien exprimée. Malish. Généralement, et en plus, généralement, ce qu'on fait, c'est on va faire une copie des fichiers à analyser dans notre machine d'analyse. La machine où on va analyser, généralement, ne doit pas être connectée au réseau, ni à Internet. Là, j'utilise Palrot, mais on aurait pu utiliser, c'est ce que on devrait utiliser. Je vais juste vérifier le nom parce que j'ai peur de me tromper. Non, je ne me suis pas trompée. Donc, c'est Remnux. C'est le nom d'une distribution, enfin, d'une machine virtuelle et distribution Linux pour faire du reverse engineering et de l'analyse de software malicieux.
Donc, Nice. il y a les outils à l'intérieur, mais il y a aussi il y a plein de choses qui vont permettre, qui sont pas mal. Vous pouvez chercher après là-dessus. C'est, je crois que ça a été créé par qui? Attendez. Je vais vous dire par qui ça a été créé. Lenny Zeltser. Alors, c'est lui qui l'a créé. On est à la version 7. Donc, elle est pas mal. Elle est bien. La chose en général qu'il faut faire quand on va faire que ce soit du reverse engineering de malware ou enfin de l'analyse de malware ou dans ce style, quand on va essayer de faire de l'analyse de fichiers pour voir est-ce que c'est des malwares, il y a aussi Flare VM, oui, etc. C'est intéressant d'être sur une machine qui n'est pas connectée au réseau parce qu'on ne sait jamais comment que le malware va se comporter puisqu'on est en train de l'analyser dans un premier lieu. Et on n'a pas envie que le reste de notre réseau, on n'a pas envie que le reste de notre réseau ou des autres machines dans notre réseau soient infectées par malheur, par clumsiness, let's say. That's why. Donc généralement, on va plutôt faire une copie, la mettre dans sa machine d'étude ou d'analyse plutôt, qui est la plus fermée possible. Je dis pas qu'elle sera complètement fermée, c'est pas, mais la plus fermée possible pour pouvoir faire son analyse entre parenthèses, toute sécurité. Ok. D'accord. Donc là, je vous en prie. Là, c'est en utilisant une règle qui ne fait absolument rien à part dire qu'elle est là à chaque fois qu'il y a un fichier qui lui a été donné. Vous voyez ici comme quoi on va pouvoir donner un... Désolée. Ok, on continue sur sur quoi on était en train de parler. Donc, une fois que c'est fait, on va voir. On avait vu la dernière fois comment détecter on avait le dernier exemple qui avait été donné. Il y avait une partie où on détectait les exécutables. Alors, maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que. Okay. Alors, maintenant. Alors, ce que vous regardez ici, c'est une règle permettant de détecter les exécutables Microsoft. Il faut savoir que dans les exécutables Microsoft, on en avait parlé déjà, il y a le 4D5A, donc MZ, qui est au tout début, à l'adresse 0. Et c'est pour ça qu'on va retrouver A, la valeur de A se retrouve à l'adresse 0 du fichier. Et on va aussi retrouver cette chaîne de caractères, généralement, qui est « This program cannot be run in DOS mode ». Et donc, on va voir
On va avoir les deux. Donc, je vous laisse la rédiger chez vous. Et ensuite, on va l'exécuter. Il faudra télécharger un fichier exe sur votre machine. كاين اللي يسنى d'être accepté. Je n'ai personne. Tous ceux qui ont demandé à être acceptés, je les ai acceptés. La chose m'a dit Owen. Madame, le A à 0, c'est le début du fichier, c'est ça? Oui, 0, c'est le 0 du adresse 0 dans le fichier. And B, ça veut dire n'importe quelle position. B peut être dans n'importe quelle position. On n'a pas mis B at quelque chose. D'accord, merci. Je vous en prie. Oups. C'est bon? Alors, c'est bon? Vous avez fini d'écrire le fichier? Ok. Donc, pour moi, j'avais déjà téléchargé un fichier .exe que j'ai mis ici. Donc, mettez n'importe quel fichier exe dans n'importe quel dossier. Donc, si vous en avez pas, téléchargez-en n'importe lequel. On s'en fout, c'est pas vraiment le plus important. C'est on a besoin d'un fichier exécutable Windows pour l'analyser. Enfin, pour tester cette règle dessus. Donc, une fois que vous l'avez fait, ce qu'on va retrouver, finalement, en lançant ça, juste pour que vous sachiez, en lançant la commande,
je vais me retrouver avec un fichier .exe qui correspond à ce qui est donné dans le dossier. Si on regarde le dossier, on va voir qu'il y a deux fichiers exécutables, mais seul l'un des deux correspond à ce qui a été donné dans le fichier, en fait, dans la règle Yara. Je vous attends. C'est bon? Vous avez fait vos tests? Oui, non, peut-être, je sais pas. Ok. Donc, on va continuer. Donc là, on avait vu en fait, plus ou moins comment créer un fichier Yara assez rapide. Maintenant, ce que vous avez vu, ce qu'on avait utilisé dans winexe.yar, en réalité, on avait utilisé les magic bytes ou magic numbers.
c'est ce qu'on retrouve dans les premiers octets qui spécifient le type de fichier. Donc, il faut savoir que dans tous les fichiers, les premiers octets vont permettre de spécifier le type de fichier qui arrive. Et ces magic numbers ou magic bytes peuvent être utilisés comme des patterns pour quand on est en train de faire une définition de pattern. Alors, on a plusieurs magic numbers, ce n'est pas les seuls, il y en a beaucoup plus. Ça, c'est ceux qu'on voit le plus souvent. On a tout ce qui est pour archives et documents 5.0, 4B, 03, 04 pour tout ce qui est docx, PPTX, XLSX et zip. Et on va voir la valeur D0, CF, 11, 11, E0, A1, B1, 1A, E1 pour doc, XLS, PPT et VSD. Donc là, il va de soi que je ne vous demande pas de les apprendre, je vous les donne. Vous n'avez pas à les connaître par cœur. On a aussi tout ce qui est portable executable, comme ce qu'on avait vu qui commence avec MZ, donc 4D et 5A. Alors bien sûr, ces nombres-là se retrouvent au tout début des fichiers, à l'adresse 0 des fichiers. Et on a pour les images 89, 50, 89, 50, 4E, 47 pour tout ce qui est PNG, FF, D8 pour JPEG et 4.2, 4D pour BMP, bitmap. Donc, même si les extensions des fichiers ne sont pas les bons, ils ont été modifiés, le fait d'utiliser les magic numbers, ça va nous permettre de savoir à quoi ça correspond. Et on a besoin oui. Pourquoi on a ajouté la variable B? C'est pas suffisant, les magic numbers. Non. Parce que le magic number, il va vous dire c'est un fichier exécutable, par exemple. Qu'est-ce qui vous dit que le fichier exécutable est un fichier qui est malveillant ou pas? Oui. Par exemple. Donc, c'est plus... le magic number, c'est plus un truc qu'il faut connaître pour savoir, ah bah c'est ce type de fichier, mais après, dans ce type de fichier, je dois avoir beaucoup plus d'éléments. Donc, on a les indicateurs, justement, de compromission ou les indicateurs qui vont nous aider il y a un saut de ligne en trop, mais c'est pas grave, qui vont nous aider à connaître, qui va nous aider à faire des patterns un peu plus détaillés. Par exemple, les indicateurs basés réseau avec des adresses IP ou des URL. On va aussi avoir des indicateurs basés hôtes comme des noms de fichiers, des chemins de fichiers, des clés de registre. On va avoir aussi d'autres indicateurs comme les fichiers PDB. Pour information, un fichier PDB, c'est un fichier ou programme PDB pour Program Database, c'est un format de fichier qui contient des informations de débogage pour les modules exécutables. Des valeurs de mutex. Vous savez ce que c'est que les mutex, vous en avez vu en système auparavant. Les chaînes de caractères encodées ou chiffrées. Alors, c'est différent, l'encodage Haja ou le chiffrement Haja. Pour le lich, madame, c'est la même chose. J'espère que en deuxième année master, vous connaissez la différence entre une chaîne de caractères encodée, par exemple en utilisant du base 64, ou une chaîne de caractères chiffrée, par exemple en utilisant du RSA. D'accord? Je ne vais pas aller plus en détail, ça devrait être suffisant. Donc ça, c'est les indicateurs qu'on va rechercher dans les fichiers pour pouvoir qu'on va rajouter ensuite dans nos patterns pour pouvoir avoir quelque chose de plus détaillé, de plus fin. Donc, les indicateurs qu'on va chercher sont sous forme de chaînes. Donc, on a besoin d'un outil pour récupérer les chaînes du fichier. Si on est
système Linux, on va retrouver strings. Vous l'avez déjà sûrement utilisé, je pense, avec votre chargé de cours de... Vous avez fait du forensique, non? Oui, Voilà. Normalement, vous avez dû utiliser strings quand vous avez fait des forensiques pour chercher des chaînes de caractères bien particulières, enfin, pour récupérer les chaînes de caractères de la mémoire ou d'un fichier exécutable ou d'autres éléments. On a aussi besoin d'un outil pour explorer la structure binaire du fichier, généralement un éditeur hexadécimal, comme Hexdump. Vous avez aussi déjà vu ça. Donc, ça va vous permettre d'afficher les éléments en binaire, enfin en hexadécimal, et en même temps en ASCII, par exemple. Donc, on a plusieurs commandes qui sont communes et qui sont très utilisées. Strings-n, un nombre et un nom de fichier, va permettre d'identifier des séquences de caractères qui ont une longueur minimale de bits. Ici, dans l'exemple, c'est 8 caractères. Donc, si on le faisait sur notre sur l'un des deux, alors... Quatre. Et voilà, toutes les chaînes de caractères qui font au moins 4 octets vont être affichées. Je peux mettre même 8. J'aurai tous les caractères, toutes les chaînes de caractères qui font minimum de 8 octets. De 8 caractères, pardon. Alors. Non. Et ce qui va nous permettre d'analyser ce qui se retrouve à l'intérieur et de pouvoir dire finalement qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui va nous permettre de faire notre pattern. On a aussi hex. Alors, on peut aussi utiliser la commande strings-el nom de fichier qui va permettre d'identifier des chaînes Unicode et ils ne peuvent être utilisés qu'avec les modificateurs white. Donc, ça veut dire que si on trouve une chaîne de caractères Unicode, quand on va faire le pattern pour cette chaîne de caractères, on est obligé d'utiliser le modificateur wide à la variable string qui a été retrouvée. Par exemple, donc tout ça, tous ces caractères, toutes ces chaînes de caractères sont des chaînes de caractères qui vont utiliser l'Unicode. Voilà. Et donc, si on va prendre l'une de ces chaînes de caractères comme étant, comme faisant partie d'un pattern, on devra définir la variable comme étant, imaginons ce soit Explorer, bah, je vais la mettre entre guillemets, avec à côté, après la fermeture des guillemets, je vais rajouter white. Et ce qui va me permettre de le faire. Alors, je peux... sur votre fichier, vous prenez n'importe quel... Le fichier exécutable que vous avez trouvé, vous prenez n'importe quelle chaîne de caractères, vous la copiez, vous créez... J'aime pas travailler comme ça. Un fichier de règles. Alors... ah, non, j'aime pas ça.
ce que je voulais appeler. Alors, c'est en fait, ExoExplorer, c'est le nom de l'exécutable que j'avais téléchargé. Hein. C'est tout. C'est ensuite, strings. Donc là, je dois mettre wide pour pouvoir le retrouver. Et condition. Ah. Hop. Oups, je l'ai mis dans le desktop. Bon, c'est pas grave. Donc. You can download and remember. Non, je crois pas. C'est ici. Ok. Et le nom exe. Alors, voilà, en fait, on va retrouver les deux fichiers exe.exe et exe64.exe parce que dans les deux, si je faisais sortir les strings en Unicode dans le deuxième fichier, je retrouverais aussi cette valeur qui sera la même. Ah. Alors, où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. Vous pouvez remettre le fichier, s'il vous plaît, madame. Yes. Alors. Ça, c'est par rapport à mon fichier exécutable. Ça dépend de ce que vous avez. Si je l'utilise sur d'autres fichiers, je n'aurai pas forcément ça, puisque ça, je l'ai retrouvé ici. Après avoir utilisé la commande strings, moins EL pour avoir les caractères Unicode. D'accord? Pour ça, je vous ai dit, vous faites la même chose sur le fichier exécutable que vous avez installé. Vous prenez n'importe quelle chaîne de caractères que vous trouvez à l'intérieur et vous créez la règle. Il suffit juste de modifier ça et vous gardez le reste. Je vous laisse un peu le temps. C'est bon? Oui, merci. Ok.
Madame, vous pouvez nous... qu'est-ce que vous avez eu quand vous avez exécuté le strings-moi EL? Alors, quand j'ai exécuté le strings-OL, j'ai eu hum, des chaînes de caractères Unicode qui se trouvent dans le fichier exécutable. C'est ce que j'ai extrait. Donc, en utilisant -EL, j'extrais toutes les chaînes de caractères encodées en Unicode ou qui utilisent de l'Unicode dans le fichier exécutable. Ou dans n'importe quel fichier, en fait. Moi, j'ai eu juste... Enfin, j'ai pas eu tout ce... Tous ces Bah, strings. s'il n'y a pas de chaîne de caractères en Unicode sur votre fichier exécutable, oui, vous n'allez pas en trouver. Est-ce que quand vous faites juste, par exemple, juste ça, vous allez trouver des chaînes de caractères? Ah oui, oui. Voilà. Donc le truc, c'est que si vous n'avez pas trouvé, c'est qu'il n'y a pas de chaîne de caractères en Unicode. Il y en a juste un peu. J'utilise par exemple, j'ai trouvé HJJ. Eh ben, vous utilisez ça juste pour faire le test. Oui. Ok. Madame, repassez-nous chez Yara, s'il vous plaît. Il suffit juste que le string figure. On va juste définir. Voilà, il faut juste que le string y figure. Vous le définissez. Comme on avait récupéré des chaînes de caractères en Unicode, ça veut dire il faut utiliser le wide comme modificateur pour le string qui a été créé. Il faut qu'on mette les guillemets. Oui, oui, pour la chaîne de caractères, on la met entre guillemets.
C'est bon? On peut continuer? Ok. Ouais. Où es-tu? Et on peut aussi utiliser hexdump avec l'option C majuscule et le nom du fichier pour l'afficher en même temps l'ASCII et l'hexadécimal. Donc par exemple, donc si je ne mets aucune option, je vais avoir que l'ASCII, que l'hexadécimal, pardon. Si je rajoute option "-C", j'aurai et l'hexadécimal d'un côté et ce qui correspond en ASCII de l'autre côté. Il va me permettre de voir les choses différemment, en fait. Quelle option? Yes. -C majuscule. Alors, attendez. This one. Ok. Comment? Donc, on a aussi dans Yara, il y a des modules. Alors, on avait vu l'utilisation d'un seul module, mais on est passé de manière très rapide dessus. Donc, ça va simplifier la détection de patterns de base. Ça va permettre de mettre une couche d'abstraction pour la définition de patterns. Donc, j'aurais pas eu besoin d'utiliser certaines choses. Par contre, ces modules n'existent que depuis la version 3.0 de Yara et il n'y a pas possibilité d'avoir de rétrocompatibilité. Ça veut dire que si j'ai des règles qui utilisent ces modules et que je veux les utiliser avec une version de Yara inférieure à la version 3.0, elles ne peuvent pas être utilisées puisqu'elles ne sont pas compatibles. Donc, on va avoir les modules comme PE, pour Portable Executable, ce qu'on avait vu auparavant. ELF, pour Executable and Linkable Format. Donc, PE, c'est plus pour les exécutables Microsoft. ELF, c'est pour les exécutables type, c'est un format de fichier binaire qui est utilisé pour l'enregistrement de code compilé, généralement pour tout ce qui est système d'exploitation type Linux. Hash, pour pouvoir, comme son nom l'indique. On a aussi Magic, ou le module magique, qui va permettre d'identifier les types de fichiers basés sur l'output d'un fichier et la commande standard et des commandes Unix standard. On a Qco qui va whatever. Je ne sais pas comment on prononce ce truc, mais on s'en fout. Qui va permettre de faire une intégration entre le sandbox et Yara. On a time pour définir les temps, math pour pouvoir utiliser des fonctions mathématiques, et on a .NET qui est un module permettant qui est là pour tout ce qui est .NET, donc le framework Microsoft.NET et tout ce qui est fichier exécutable de ce style. Math, madame. What? Math, oui. Pour pouvoir utiliser des fonctions mathématiques de base. Mais pourquoi on irait utiliser des statistiques ou... Là, j'ai des statistiques pour faire des calculs qui, par exemple, A plus B. Genre, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas des trucs. Non, vous n'allez pas faire des statistiques avec. Non. Donc, si on prend par exemple le PE, ça c'était la détection d'exécutables, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, exécutable tout court, tout ce qui est, quel que soit, exécutable ou DLL, ou tout ce qui est exécutable Microsoft, on va avoir MZ. Donc, on doit retrouver MZ au début.
la variable MZ. Vous voyez, on n'utilise aucun module, etc. Maintenant, si on veut exclure les DLL, on veut dire que oui, c'est un PE, mais pas les DLL. Donc, c'est juste un exécutable, mais pas une librairie, enfin, pas un DLL. Ben là, on va pouvoir utiliser le module PE et la fonction PE isDLL. Donc, vous allez voir, par exemple, rule potable executable, même chose, meta strings, c'est la même. Condition, on a MZ qui est à 0, toujours, le même, et note PE.isDLL entre parenthèses. Donc, PE isDLL va rendre 1 si c'est une DLL, va rendre 0 si ce n'est pas une DLL. Donc, en mettant not isDLL, ça veut dire que on doit avoir le fait que ce ne soit pas une DLL. Quand c'est une DLL, quand c'est une DLL, c'est 1. Donc, nous, on ne veut pas que ce soit une DLL. Quand ce n'est pas une DLL, c'est PE isDLL rend 0. Donc, note 0, ça nous donne 1. Grosso modo. Donc, on va le faire ensemble. This one is on downloads. Okay. Donc, on commence par l'import. Madame, Oui. vous pouvez répéter pourquoi le module PE? Le module PE, c'est un module Yara qui va permettre finalement d'ajouter une couche d'abstraction. Et donc, au lieu de chercher à trouver comme quoi c'est une DLL, c'est pas une DLL, que c'est un exécutable, c'est pas un exécutable, etc., on va pouvoir faire appel à certains éléments directement. Donc, par exemple, ici, PE.isDLL. Donc, c'est un fait appel à ce qu'il y a dans le module PE, la fonction ou la méthode isDLL pour voir est-ce que le fichier qui est analysé est une DLL ou pas, par exemple. Mais en gros, en fait, ça nous évite de devoir écrire tout ce qu'il y a derrière ce isDLL, donc les tests, etc. Oui, d'accord. Donc, je vous laisse le temps de l'écrire.
C'est bon? Je laisse encore 2 minutes. So let's continue. Donc on ferme le fichier, on en a plus besoin. Et là, ce qu'on va faire, on va faire la même chose que tout à l'heure, on va le tester. Alors, sur le fichier exécutable, pour voir. Where are we? Ah non, non, c'est bon. Enfin, sur le dossier. Dans le dossier, on a 2 fichiers. Enfin, dans ce dossier-là, pour moi, j'ai 2 fichiers exécutables. Et les 2 ne sont pas des DLL. Arrête! Donc, vous faites vos tests. Et vous voyez. Alors, si j'avais une DLL à l'intérieur, bah, ça marcherait pas. Je peux faire le test sur carrément... Sur le dossier actuel, bah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fichier exécutable dans le dossier Downloads. That's why, déjà à la base. Alors, how does the PE.isDLL detect it's a DLL? With the usage of some things. Donc, c'est comme quand on a vu... alors, un instant. Arrête avec les câbles. En fait, il va voir les caractéristiques de tout ce qui est fichier PE. Chaque type de fichier PE va avoir des caractéristiques particulières. Que ce soit les DLL, que ce soit les comment dire alors ou les autres. Donc, ce qu'on peut voir, si vous ouvrez la documentation pour PE module,
il y a différentes caractéristiques qui existent. Alors, je vais les... Oups, non. Where are you? Faut que je trouve. Ah, vous êtes là. Oui, as long as it works, no need to know. Yes. C'est un peu la même chose que quand on a cherché les magic numbers. On va récupérer, c'est des caractéristiques particulières qui permettent de dire bah c'est une DLL ou c'est pas une DLL, tout simplement. Et vous voyez que dans le PE module, on a plusieurs règles, soit isDLL, soit control panet applet, ou alors single section. Ça, c'est les différents éléments qu'on peut récupérer, qu'on peut utiliser du module PE. Et dans la même chose, vous avez dans le module ELF, on va avoir ELF64 ou single section. Dans le module magique, ça va permettre d'identifier le type de fichier basé sur l'output du fichier, en se basant sur l'output du fichier. Donc, enfin, sur l'output de la command file, pardon. Et ça permettra de savoir quel type de fichier on a. Ok, let's continue. Donc, il y a certaines considérations à prendre en considération, enfin, il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Certains modules ont des dépendances. Ça veut dire qu'il faudra installer ces dépendances, si elles ne le sont pas déjà, avant de pouvoir les utiliser. Et il ne peut pas s'intégrer avec d'autres capacités de détection, enfin pas toutes, ça dépend. On trouve on peut l'intégrer dans certains, on peut ne pas l'intégrer dans d'autres. Et généralement, ce qu'on va avoir aussi, c'est les générateurs de règles. Alors, les générateurs de règles Yara sont intéressantes puisqu'ils font une analyse du fichier binaire et ils vont générer les règles automatiquement. On retrouve, par exemple, Yargen. Donc, il va falloir installer Yargen. Donc, on retrouve Yargen et d'autres générateurs de règles pour Yara qui vont faire cela. Bon, je pense que je vais juste expliquer, mais on va pas l'installer. Hein. Je vais juste expliquer rapidement. Je pense qu'on va s'arrêter juste après ça. J'ai juste envie d'expliquer certaines choses sur la génération de règles. Donc, après avoir installé Yargen, on va le retrouver ici dans cette URL. On va pouvoir créer des règles en utilisant la commande python yargen.py -m. Alors, -m avec le dossier où il y a les fichiers dont on veut créer des règles pour ces fichiers. Et ensuite, on a -o. Dans -o, on va définir le chemin où vient le fichier yar de règles. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans l'utilisation des générateurs automatiques de règles, c'est que si on a un incident, on est en train de faire de l'incident response et qu'on n'a pas forcément vraiment le temps
de faire des patterns, d'analyser les fichiers malicieux de manière assez rapide, parce que bon, ça peut prendre beaucoup de temps, on va pouvoir utiliser ces générateurs automatiques pour générer des règles rapidement et puis les lancer sur les autres un peu partout pour tester est-ce que on les retrouve sur nos autres systèmes ou sur notre système. Par contre, les règles générées peuvent être trop génériques ou alors trop spécifiques. La génération manuelle va demander beaucoup plus de temps, forcément. Elle demande du temps et elle a besoin, mais elle va permettre un contrôle fin sur les patterns et sur la détection. Donc, on va avoir des patterns qui sont ni trop génériques, ni trop spécifiques, qui vont permettre de faire le travail comme il se doit, donc éviter les faux positifs et éviter les faux négatifs. Mais ça demande beaucoup plus de temps, puisqu'on a besoin de faire une analyse plus en détail, plus en profondeur. Dans le premier cas, c'est vraiment quelque chose, j'ai un incident, je veux y répondre tout de suite, je vais pouvoir utiliser ça pour avoir une première réponse. Et ensuite, je vais, par la même occasion, par la suite, faire une analyse approfondie par l'être humain, par un analyste, pour pouvoir affiner les patterns qu'on avait trouvés, qui ont été trouvés de manière automatique, qui ont été générés de manière automatique. Et donc, on ne va pas dire que l'une des techniques est meilleure que l'autre ou que l'autre technique est moins mauvaise. On peut utiliser les deux en même temps. Et on va pouvoir utiliser les générateurs Yara pour faire du triage. Donc, pour diminuer de beaucoup le travail et dire, ça correspond à ça, ça correspond à ça, ça c'est malicieux, ça c'est suspicieux, et ainsi de suite. Et puis, on va pouvoir ensuite faire un tuning manuel après l'analyse, donc une fois qu'on a analysé. Parce que, voilà. And I think that's it. Do you have any question? If you don't, it's the end for today. I'm going to send you everything now. Including the course, the lessons. The lessons, yes. The lessons, les TP à partir je crois PCRE, je pense. Oui. Ouais, à partir de PCRE, je vous l'envoie. Donc PCRE Yara et le PDF de tout le cours que je vais vous envoyer aujourd'hui. Avec les attaques. Avec quelles attaques? De quelles attaques vous parlez? La dernière fois, hier, vous m'aviez dit qu'on n'avait pas assisté à la partie où vous aviez parlé des attaques et elle était au début du cours. Ah oui, mais elle y est déjà dans les vidéos, je pense. Mais oui, il va y être dans le fichier PDF. Alors, je ne sais pas si elle y est dans les vidéos, ça dépend si c'était en présentiel ou bien à distance. Mais oui, mais sur dans le fichier. PDF, Oui, il y est. Madame, on aura Yara dans le test. Dans le test de TP, yes. You'll have Yara, you'll have Snort, you'll have TCP dump. Madame, comment va se dérouler ce test d'examen de TP? Vous avez un fichier, vous avez une liste de questions. Vous répondez aux questions par rapport au fichier. Point. Dans le fichier, vous mettez votre nom et prénom, vous mettez le nom du fichier qui vous a été donné et puis la réponse aux questions, aux différentes questions. D'accord. Je peux vous le donner en point docx ou en PDF as you like or en point txt. I don't care. Ah, fichier, de quelle extension le fichier que je vais vous donner à étudier? Ça dépend. Ça peut être un PCAP, ça peut être autre chose.
En ligne ou en présentiel? Madame, En ligne. présentiel. Ah, d'accord. Yara, il faudra alors écrire des fichiers de règles haka Pour Yara, il faudra écrire des fichiers de règles. Yes. Ok. C'est bon? Oui, merci madame. Oui, Je vous merci. en prie. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Au revoir aussi. Bonne Merci. journée. Merci.